Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle du système de santé d'ici au Québec. Je choisis spécifiquement ce sujet car c'est un thème récurrent des commentaires sur ma chaîne TikTok où on peut lire pas mal tout et son contraire. Donc je vais essayer de rendre les choses aussi claires que possible et de dresser un portrait réaliste de la situation. Alors je précise bien que je dresse simplement un portrait et que je ne donne pas mon opinion sur la manière dont le système est administré. Avec cette vidéo, je pense cependant répondre à la majorité des questions que les gens se posent. Après, il sera à vous de voir si ça vous rassure ou si ça vous fait fuir, puisque l'accessibilité aux soins de santé est un paramètre important quand on décide de s'établir ailleurs. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'ici, on n'est pas aux États-Unis. Donc, chassez tout de suite de votre esprit cette image de système de santé totalement privé que les Européens amalgament souvent au Québec ou au Canada. Elle est complètement fausse. Le système de santé québécois est public, ce qui signifie que c'est l'État qui assure son administration et son financement qui est assuré par la fiscalité générale, à savoir les impôts de tous. Ce que ça permet, c'est d'assurer l'accessibilité aux soins, peu importe la classe sociale ou le niveau de revenu des patients. Pour être très clair, les soins de santé sont gratuits. Je veux juste le préciser, pour les citoyens du pays ou les résidents permanents. Sauf exception, cette gratuité ne s'applique pas aux gens qui sont là sur le territoire de manière temporaire, avec des visas temporaires par exemple, ou en vacances. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous allez chez le médecin, généraliste ou spécialiste, vous ne payez pas. Quand vous allez à l'hôpital pour une consultation, une chirurgie ou un traitement, vous ne payez pas non plus. Alors attention, vous ne payez pas le service. Par contre, si vous recevez des prescriptions pour des médicaments par exemple, vous allez payer plus ou moins cher en fonction des assurances que vous possédez, publiques ou privées. Je vous parlais donc ici de services publics, mais il y a en parallèle le système de santé privé. Quand on parle de services privés, on parle de groupes de médecine familiale, de cabinets, de cliniques privées, de médecins ou encore de dentistes, pour ne citer que ceux-ci. Ces institutions privées, même si certaines sont subventionnées par le gouvernement, ce qui permet d'y accéder gratuitement, sont plutôt malheureusement réservées aux gens qui sont plus aisés financièrement quand on parle de leur partie avec les services payants. Les régimes d'assurance, cependant, de certains employeurs vont couvrir entièrement ou partiellement ce type de soins, mais ça n'est pas tout le monde qui a accès à ces assurances. Certains citoyens n'ont donc pas les moyens de se permettre des soins privés et se tournent plutôt vers les services publics qui, eux, restent gratuits. Alors, le fait de ne pas payer, c'est un gros avantage, oui. En contrepartie, la demande est très forte pour les institutions publiques et logiquement, il y a beaucoup plus d'achalandage. La plupart de ces institutions sont régulièrement submergées de demandes, ralentissant ainsi le processus de pouvoir consulter un professionnel de la santé. Un autre point important, c'est que cette accessibilité aux services est également très disparate en fonction de la région dans laquelle vous habitez. Une des tristes réalités, c'est notamment le manque important d'effectifs médicaux en région. Alors vous êtes curieux et vous vous demandez concrètement comment ça se passe quand on tombe malade ou qu'on a un accident. Alors je vous donne ici quelques cas de figure. Premier exemple, il s'agit d'une urgence médicale immédiate. Un malaise cardiaque, une fracture, un accouchement un peu plus rapide que prévu, vous devez vous rendre à l'hôpital. Alors, vous pouvez appeler une ambulance, mais attention, le transport en ambulance n'est pas couvert par le régime de santé public. Vous devez donc débourser un certain montant, plus ou moins élevé, environ 150 $ plus le kilométrage pour la distance qui va être parcourue. Notez également que généralement, les régimes d'assurance privée vont couvrir une partie au moins de ces frais. Ce n'est pas toujours le cas et encore une fois, ce n'est pas tout le monde qui a accès à ces régimes d'assurance. Vous pouvez aussi choisir de vous rendre à l'hôpital en taxi, ce qui pourrait vous coûter moins cher que l'ambulance, ou encore quelqu'un de votre entourage peut vous accompagner. Il n'y a pas de SAMU de pompiers, ce sont vraiment les ambulances, plus rarement les hélicoptères, qui assurent le transport des patients à l'hôpital. Alors ça, c'était pour une urgence immédiate. Un autre exemple, vous ne vous sentez pas bien, problème respiratoire, malaise général. Habituellement, vous n'aurez pas le temps d'attendre après un médecin, donc là aussi, direction l'hôpital. Donc, laissez-moi vous parler un petit peu de l'hôpital. Moi-même, j'y ai fait quelques séjours dans les dernières années. J'ai donc mon expérience personnelle sur le sujet. Une fois à l'hôpital, vous allez passer au travers d'un système de triage, système qui priorise finalement la consultation pour les patients plus mal en point. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Bien, ça veut dire que si vous allez à l'hôpital pour une jambe cassée, mais que deux personnes viennent d'arriver pour un infarctus ou une autre personne pour un AVC, eh bien, vous allez attendre. Et même si vous êtes arrivé avant. Donc, si vous y allez parce que vous avez une bonne grippe, l'attente risque d'être longue, voire très longue parce que vous ne serez pas considéré comme prioritaire. Il est courant de lire des articles sur le temps d'attente à l'urgence ici au Québec, pouvant atteindre 12 heures, 16, 24 et même 48 heures parfois. Vous vous dites que vous ne voulez pas être la personne à qui ça arrive. Malheureusement, c'est une réalité trop courante, je dirais.
J'ai personnellement eu à me rendre à l'urgence à quelques reprises dans les dernières années et je vous partage ici mes expériences. En 2007, j'ai fait un malaise dans les bureaux au travail. J'ai été amené à l'hôpital et on m'a fait passer un électrocardiogramme dans la première heure après mon arrivée pour éliminer l'hypothèse d'un problème cardiaque. Donc j'ai été pris en charge très rapidement à mon arrivée, mais une fois que le risque a été écarté, j'ai attendu environ 12 heures avant de pouvoir rencontrer un médecin. En 2013, j'avais de violents maux de ventre. Je me suis rendu à l'hôpital de Saint-Jean-sur-Richelieu à 9h30 du matin. On m'a examiné dans les 45 premières minutes après mon arrivée. Vers 11h, je passais une échographie où on me diagnostiquait une crise d'appendicite. À 17h, j'avais le droit à une chirurgie, communément appelée l'appendicectomie. Donc, ça a pris environ 7h30 entre le moment où je me suis présenté et le moment où j'étais opéré. Un dernier exemple, j'ai dû amener mon fils à l'urgence au mois d'octobre cette année à cause de problèmes respiratoires et j'ai rencontré un médecin dans les 45 premières minutes après mon arrivée. Le traitement avec l'inhalothérapeute a pris un peu plus de temps, mais au total, j'ai passé environ 4 heures à l'hôpital. Donc, dans mes exemples personnels, et je parle ici uniquement de mon expérience vécue à moi, on m'a pris en charge très rapidement pour le diagnostic initial, mais dans un cas, le risque vital ayant été écarté, on m'a fait attendre longtemps. Dans le second, j'ai eu une chirurgie quelques heures après mon arrivée. Et pour mon fils, la même chose, il a quand même pu consulter rapidement et être traité rapidement. Dans les trois exemples, on parle de 3 hôpitaux différents, 2 sur l'île de Montréal et 1 sur la rive sud de Montréal. Si je compare mon expérience avec la France, eh bien, je vous dirais que ça ressemble plus ou moins à ce que moi j'ai vécu quand j'étais là-bas. En 1998, je me suis fait une sévère entorse à la cheville qui a nécessité que je sois plâtré. Je suis arrivé à l'hôpital vers 16h et j'en suis ressorti vers minuit. Donc oui, je n'ai attendu que 8 heures pour mon problème, mais ça reste que c'était quand même à 8 heures. Ça ne s'est pas réglé en 2 heures de temps. Un autre exemple, il y a 2 ans, j'ai dû me rendre à l'urgence pendant mes vacances en France pour un problème respiratoire avec ma fille cette fois-ci. Et mon expérience a été très similaire à celle que j'ai vécue à Montréal avec mon fils, avec un séjour d'environ 4 heures à l'hôpital. La différence, c'est que j'ai reçu la facture en euros par la poste quelques mois plus tard. Et oui, chers amis qui quittez vos pays d'origine, n'oubliez pas que vous ne profitez plus des avantages du pays que vous avez quitté. Donc, même si je suis né, que j'ai vécu, j'ai travaillé en France, j'ai quand même dû payer pour le service reçu là-bas. Service qui, en passant, a été remboursé par mon assurance privée ici au Québec. Donc ça, c'était pour vous parler de mon vécu, mon expérience personnelle du système hospitalier au Québec. En passant, je ne suis pas allé à l'hôpital que 3 fois. Là, j'ai donné 3 exemples, mais en réalité, j'ai dû faire une dizaine de séjours ou de visites dans les 15 dernières années, que ce soit pour moi, ma conjointe ou mes enfants. Les 3 exemples que je vous ai cités plus tôt sont juste représentatifs de ce à quoi ressemblait mon expérience en général. Maintenant, prenons un problème de santé moins important. Par exemple, vous avez une grosse grippe. Dans ce cas, plusieurs choix peuvent s'offrir à vous, dépendant de votre situation. Première situation, idéale, vous avez un médecin de famille. Et avant d'aller plus loin, je vais faire une parenthèse sur le sujet des médecins de famille. Une grosse parenthèse. Malheureusement, tout le monde n'a pas accès à un médecin de famille, malgré de gros efforts qui ont été déployés dans les dernières années pour en augmenter l'accessibilité. Au Québec, en 2020, environ 81% de la population admissible au régime d'assurance maladie a un médecin de famille. Ce taux était à 66% en 2013, donc on voit quand même une importante amélioration de ce côté-là. Un médecin de famille, c'est quoi? Eh bien, c'est un médecin qui vous est attribué de manière permanente et qui va être la personne qui va suivre votre dossier médical au fil des années. Le temps d'attente pour avoir accès à un médecin de famille peut varier énormément d'une région à l'autre, de quelques mois à plusieurs années. Un patient dit prioritaire, par exemple, aux prises avec des problèmes de santé chroniques, va devoir attendre à Montréal souvent entre 12 et 18 mois avant d'avoir accès à un tel médecin. Un patient non prioritaire, donc qui n'a pas de problème de santé particulier, ça varie en fonction de la région dans laquelle vous habitez. Il y a des personnes qui sont en attente depuis des années et qui n'ont toujours pas accès à un médecin attitré. En plus de ce que je comprends dans les commentaires, ça n'est pas tout le monde qui est servi de la même manière, même avec un médecin de famille. Encore une fois, je vais partager mon exemple personnel. J'ai un médecin de famille depuis 2017 seulement. La raison principale, c'est qu'avant ça, je n'ai jamais senti le besoin d'être suivi par un médecin en particulier. Quand j'étais malade, je me présentais dans une clinique sans rendez-vous. Alors certes, il n'y avait pas toujours de place et j'attendais parfois plusieurs heures, mais j'étais plus jeune et comme la majorité des jeunes, quand on n'a pas de problème de santé, on ne voit pas l'intérêt de s'attitrer un médecin. En 2016, j'ai eu un premier enfant. Alors, quand je dis j'ai eu, c'est ma conjointe qui l'a porté et accouché, je tiens à le préciser. Bref, comme ma conjointe avait besoin d'un médecin pour son suivi de grossesse, et que quand vous êtes enceinte, vous êtes quand même prioritaire, elle s'est inscrite à une clinique dans notre coin et elle a trouvé un médecin de famille rapidement. C'est à cette occasion que moi aussi, j'avais décidé de m'inscrire
Donc, on m'avait mis sur une liste d'attente et environ 10 mois plus tard, on m'a rappelé pour dire, ben ça y est, vous avez un médecin de famille. Donc, j'étais très, très content. Alors, dans ce temps qui n'est pas très reculé, en fait, puisqu'on parle de 2016, on pouvait appeler, s'inscrire à droite, à gauche, en espérant qu'une place se libère et qu'on vous appelle pour vous confirmer que vous deveniez patient de la clinique ou du cabinet en question. Il fallait prendre du temps, chercher, passer des appels et vous faisiez répondre régulièrement que non, on ne prend pas de nouveaux patients. Donc ça, évidemment, ça décourageait les gens, mais avec un petit peu d'acharnement, en discutant avec vos collègues et amis, vous finissiez par découvrir que oui, un médecin X ou Y était à la recherche de nouveaux patients. Alors, ce médecin était-il dans votre coin? Pas forcément. J'ai une collègue de travail qui m'avait quelques années auparavant recommandé son docteur qui prenait des nouveaux patients, mais à cause de la distance, j'avais tout simplement décidé de ne pas donner suite. Aujourd'hui, les choses sont différentes. Il y a un guichet unique, un site du gouvernement où vous vous inscrivez et vous êtes mis sur une liste d'attente, en attente pour recevoir un médecin. Alors, l'avantage immense, c'est que c'est fini les pertes de temps à chercher à droite, à gauche. L'inconvénient, c'est que le médecin qu'on vous assigne ne se trouve pas forcément au bout de la rue. Donc, ça n'est malheureusement pas égal, encore une fois, pour tout le monde. Certains sont chanceux et vont avoir quelqu'un dans leur ville. D'autres vont devoir faire plusieurs kilomètres pour pouvoir consulter. Et pour ajouter une couche supplémentaire de frustration, la disponibilité des médecins de famille semble ne pas être égale non plus pour tout le monde. Dans mon cas ou celui de ma famille, quand on a un problème et qu'on a une bronchite ou une otite, par exemple, on a habituellement un rendez-vous dans les 24, au pire 48 heures. Et même parfois le jour même, quand c'est plus grave. J'ai lu dans les commentaires, par contre, que des gens avec des médecins de famille pouvaient attendre des semaines avant de voir leur docteur. Alors, évidemment, ce sont des commentaires. Je ne peux pas vérifier l'exactitude de ce qui est avancé, mais je ne peux pas exclure non plus cette possibilité. L'autre question, c'est quel type de rendez-vous est demandé? C'est sûr que quand je prends mon rendez-vous pour un bilan annuel sans aucune urgence, on ne me donne pas un rendez-vous rapide. Habituellement, on me donne un rendez-vous 4 ou 6 semaines plus tard. Mais quand c'est urgent, on est chanceux, dans notre cas, on réussit à consulter rapidement. Alors, n'allez pas croire que c'est parce que vous avez un rendez-vous que vous n'attendez pas. Si je viens le matin, ça va, habituellement, l'attente n'est pas très longue. Si j'ai un rendez-vous à 15 heures l'après-midi, je peux parfois attendre 1 heure, 1 heure et demie. Bon, je dirais qu'1 heure et demie, c'est pas mal le maximum. Mais bref, ça peut être long, là, même avec un rendez-vous. Mais ça, je pense que c'est la réalité de tout le monde, ici au Québec comme ailleurs dans le monde. Hein. Quand j'avais un médecin en France, là, j'attendais parfois 2 heures, 2 heures et demie dans la salle d'attente. Alors, jusque-là, je vous parle de médecin de famille pour une consultation générale. Consulter un spécialiste, c'est très différent et peut prendre beaucoup plus de temps. Encore une fois, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Certains attendent quelques semaines, d'autres attendent des années. Dans mon cas, j'ai toujours été chanceux. J'avais besoin de rencontrer un orthopédiste pour ma fille. On m'avait annoncé 3 à 6 mois d'attente et j'ai finalement eu un rendez-vous en 1 mois. J'avais besoin d'une échographie pour ma fille, encore une fois, pour les hanches cette fois-ci. On m'avait dit qu'on m'appellerait, puis je m'attendais à attendre des mois. Finalement, 5 semaines plus tard, j'ai reçu un appel pour me dire que j'avais un rendez-vous. Ma conjointe, par contre, a attendu 10 mois pour pouvoir rencontrer un dermatologue, alors que dans mon cas, un dermatologue différent me donnait des rendez-vous en 3 semaines. Donc, encore une fois, il y a énormément de disparités dépendant de la disponibilité des services, dépendant du type de service que vous demandez, puis dépendant aussi de à qui on vous réfère. Si ma conjointe avait été référée au même dermatologue que moi, je suis certain qu'elle n'aurait pas attendu 10 mois. Et pour ceux qui aiment les comparaisons, on retrouve le même genre de disparité en France. Hein. Encore une fois, selon ce que je lis, aussi selon mon expérience personnelle. La France, le pays où les soins sont les meilleurs au monde, ce qui en passant n'est pas forcément vrai si on se fie à des études récentes. Les Pays-Bas, l'Allemagne, la Norvège et même Taïwan seraient plus avancés encore, mais ça c'est un autre sujet. Pour revenir à la France, donc si vous habitez en banlieue, ou pire en région, vous allez avoir beaucoup plus de mal à consulter un spécialiste que si vous habitez à Paris. Donc là où certaines personnes obtiennent un rendez-vous en 1 semaine, d'autres vont devoir attendre plusieurs mois. Mon père qui vit en France, en banlieue parisienne, et qui a plusieurs problèmes de santé assez importants, ça lui prend parfois des mois, effectivement, jusqu'à 6 mois d'attente pour pouvoir voir un spécialiste dans son domaine. Alors, j'ai fait une énorme parenthèse sur les médecins de famille. On va revenir à notre situation où on veut consulter parce qu'on a une grosse grippe qui, allez, on va dire, est descendue sur les poumons. Parce que pour la grippe, en général, on ne consulte pas, on reste chez soi. La première option était donc le médecin de famille, ce dont je viens de vous parler. La deuxième option, c'est les cliniques sans rendez-vous. Il y en a, mais il faut les trouver en fait. Et habituellement, il faut appeler dans les 5 premières minutes après l'heure d'ouverture. Sinon, pas de disponibilité. Donc, en 5 minutes, tous les rendez-vous s'envolent. Juste obtenir quelqu'un au bout de la ligne, parfois, ça peut s'avérer très compliqué. Et en plus, c'est frustrant quand vous obtenez quelqu'un au bout de la ligne et qu'on vous dit, ben non, il n'y a plus de place.
Alors, avant d'avoir mon médecin de famille, j'ai quand même généralement toujours été capable de trouver une clinique avec des disponibilités, même si encore une fois, le processus était long et fastidieux. Depuis quelques années, il y a des outils en ligne qui ont été mis en place et qui permettent de s'inscrire en ligne pour trouver un rendez-vous dans une clinique. Certains sont gratuits, certains demandent un petit frais, quelques dollars, pour vous assurer une place en clinique dans les 24 heures habituellement. L'avantage, c'est que vous n'avez pas toute la perte de temps reliée à la recherche, comme mentionné plus haut. L'inconvénient, c'est que votre consultation peut être à 30 km de chez vous, mais au moins, vous pouvez voir quelqu'un rapidement. Avant de vous parler de la dernière option, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. YouTube, c'est vraiment le canal que je privilégie pour communiquer l'information car la plateforme est plus adaptée finalement au type de contenu que je présente. Donc, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez quand même me suivre sur TikTok ou sur Facebook, sauf que les formats sont réduits puis l'information est moins précise. Donc, la dernière option, celle qu'on ne veut pas choisir habituellement pour un problème bénin, c'est l'urgence à l'hôpital. Vous allez rencontrer quelqu'un, c'est sûr, mais la question, c'est dans combien de temps? Parce que si vous y allez pour un rhume, il est fort probable que plusieurs dizaines, voire centaines de personnes plus prioritaires passeront devant vous. Et encore une fois, il existe maintenant des outils en ligne pour vérifier le temps d'attente dans les urgences. Donc, ce que je vous conseille fortement, c'est avant de quitter pour l'urgence, si vous pouvez, valider quel hôpital est le moins occupé. De cette manière, vous mettez toutes les chances de votre côté pour une consultation plus rapide en théorie. Un dernier mot sur la situation actuelle. Nous sommes en janvier 2022, la pandémie de COVID fait rage. Les urgences sont débordées. Il est donc certain que ce n'est pas le moment idéal pour vous casser une jambe, malgré le fait qu'on soit en hiver, ou décider de consulter pour vos verrues plantaires. Le système est engorgé, du délestage est effectué pour traiter en priorité les patients COVID. Donc, quand on parle de délestage, on parle de repousser les consultations avec des spécialistes ou des chirurgies non prioritaires. Et ça va ajouter une pression supplémentaire dans quelques mois sur un réseau qui est déjà fragilisé par la situation actuelle, sans compter le manque cruel de ressources dans le domaine de la santé. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'il y a beaucoup de recrutement de médecins, d'infirmières et d'infirmiers qui se fait à l'étranger. N'oubliez pas cependant qu'exercer les métiers de médecin ou infirmier, infirmière au Québec, c'est réglementé et que vous ne pouvez pas arriver de l'étranger et exercer immédiatement. Vous allez devoir recevoir des formations complémentaires et faire des stages avant d'obtenir votre statut officiel. Je vous invite d'ailleurs à regarder ma vidéo sur les métiers réglementés qui s'affiche juste ici. Et c'est ainsi que je conclus mon premier exposé sur le système de santé. D'autres vidéos sur le sujet seront à venir. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.